À Mayotte, une phrase résonne dans chaque foyer, bien avant que les enfants ne sachent déchiffrer les lettres d'un livre. Une promesse transmise comme un héritage. Travaille dur, pars étudier, et reviens bâtir ton île. Pour Amina, ces mots ne sont pas qu'un simple conseil. Ils sont une boussole, une trajectoire tracée dans le sable de la plage. Chaque matin, en observant les pirogues quitter le rivage, elle répète ce mantra. Elle regarde ses aînés partir, elle voit les visages qui s'éloignent vers l'horizon, et elle comprend que son destin est lié à ce cycle. Elle ne se contente pas d'écouter, elle s'imprègne de cette exigence. Elle s'assoit à son bureau, elle ouvre ses cahiers, elle multiplie les exercices. Elle se prépare à l'exil, non pas comme une fin, mais comme une étape nécessaire pour devenir celle qui transformera son foyer. Elle porte cette promesse en elle comme une certitude absolue, une force qui guide chacun de ses gestes, prête à transformer la promesse en réalité. Le changement est brutal. À 10 à 8 ans, Amina quitte la chaleur constante de l'océan Indien pour atterrir sous un ciel de plomb. Le contraste est physique. Elle sort de l'aéroport, le vent glacé s'engouffre sous sa veste, une sensation qu'elle n'avait jamais connue. Autour d'elle, les gens marchent vite, les visages fermés, les épaules rentrées pour se protéger du froid. Elle cherche le soleil. Elle ne trouve que le gris des façades en béton et le reflet des flaques d'eau sur le bitume. Elle s'installe dans une petite chambre, un espace restreint où le chauffage crépite sans jamais vraiment réchauffer l'air. Elle regarde par la fenêtre, les lumières de la ville s'allument, froides et distantes. Elle ne se laisse pas abattre. Elle ouvre ses dossiers d'inscription. Elle choisit la communication. Ce n'est pas un choix par hasard. Elle a vu comment son île est souvent réduite à des images figées, des clichés de cartes postales. Elle veut briser cette vision. Elle veut raconter Mayotte, non pas comme un décor, mais comme un territoire en mouvement, une terre de projets et de vie. 5 années s'écoulent, rythmées par le tic-tac des horloges de bibliothèque. Amina s'enferme dans les salles d'études dès l'aube, ses doigts engourdis par le froid tournant les pages de manuels épais. Elle enchaîne les stages non rémunérés, multipliant les déplacements en métro, le dos courbé sous le poids de son sac. Chaque fois que la lassitude menace de la faire fléchir, elle ferme les yeux et revoit les mains de sa mère, marquées par des années de labeur, ses gestes répétés pour économiser le moindre sou. Ce souvenir agit comme un ressort. Elle se redresse, elle reprend sa plume, elle corrige ses dossiers jusqu'à ce que les lignes deviennent nettes. Elle travaille 2 fois plus que les autres étudiants. Elle apprend à décoder les codes sociaux, à anticiper les attentes, à transformer son statut d'étrangère en une force d'observation. Elle ne compte plus les heures passées sous la lumière crue des néons. Elle sacrifie ses week-ends, elle renonce aux sorties, elle se concentre uniquement sur l'objectif. Elle se forge une discipline de fer, une endurance qui dépasse la simple nécessité académique. Elle est prête à transformer sa rigueur en une arme pour son retour. Le jour J, l'amphithéâtre est bondé. Amina monte sur l'estrade, ses pas résonnent sur le bois ciré. Elle tend la main. Le doyen lui remet le parchemin, un rouleau de papier épais scellé par un ruban. Elle serre le diplôme contre elle, le contact du papier est froid, mais elle sent une chaleur monter en elle. Elle retrouve son amie dans le hall, parmi la foule qui s'agite. Son amie la regarde, le sourire un peu en retrait, et lui lance d'un ton grave. « Félicitations, Amina. Mais attention, le vrai défi commence maintenant. » Amina rit, un rire léger qui résonne contre les murs de pierre. Elle balaie la remarque d'un geste de la main. Elle imagine déjà le retour, les réunions avec les entrepreneurs locaux, la mise en place de ses projets. Elle marche vers la sortie, le regard tourné vers l'horizon, prête à refermer ce chapitre pour ouvrir celui de son retour triomphal. Le train d'atterrissage touche le sol de Pamandzi dans un crissement métallique. Amina descend la passerelle. Ses pieds quittent le bitume chauffé à blanc. Aussitôt, l'air lourd, saturé d'humidité et d'effluves de terre mouillée, l'enveloppe comme une étreinte solide. Elle inspire profondément. Ses poumons s'emplissent de cette odeur familière. Elle avance vers la zone des arrivées. Ses yeux balaient la foule. Au milieu des visages, elle repère sa mère. Elle accélère le pas, lâche ses bagages et se précipite vers elle. Leurs corps s'entrechoquent dans une étreinte serrée. Les mains de sa mère tapotent son dos avec une régularité rassurante. Elles ne disent rien. Le silence est rempli par le bourdonnement des insectes et le vent dans les palmes. Les jours suivants s'écoulent dans une fluidité totale. Amina s'installe dans la cuisine. Elle aide à préparer les plats traditionnels. Le piment et les épices imprègnent ses mains. Elle reçoit les voisins,
Elle partage des récits de son voyage. Elle voit la fierté briller dans les yeux de ceux qui l'ont vue grandir. Chaque geste, chaque repas, chaque échange semble confirmer sa place ici. Elle se sent enfin ancrée. Le futur semble s'ouvrir devant elle comme une promesse tenue. Elle sourit, elle respire, elle est revenue. La deuxième semaine entame le vernis de la quiétude. Amina délaisse les épices pour le plastique froid de son ordinateur. Elle s'installe à la petite table en bois, ouvre l'écran et la lumière bleue projette des reflets sur ses mains immobiles. Elle tape « Chargé de communication, Mayotte » dans la barre de recherche. Les résultats s'affichent, rares, presque inexistants. Elle ne se décourage pas. Elle ouvre un dossier, rédige une lettre, ajuste chaque mot pour qu'il résonne avec la réalité locale. Elle clique sur « Envoyer » et le curseur clignote, rythmant son attente. Elle vérifie ses mails, rafraîchit la page, encore et encore. La boîte de réception reste désespérément vide. Elle relance une fois, deux fois, trois fois. Elle compose des numéros, attend que la tonalité s'éteigne, finit par tomber sur des messageries vocales. Elle laisse des messages précis, professionnels, détaillés. Elle attend une réponse qui ne vient jamais. Le silence s'installe dans la pièce, lourd, pesant, contrastant avec le bourdonnement de la vie à l'extérieur. Elle se lève, fait les 100 pas dans la cuisine, ses doigts pianotent nerveusement sur le rebord de la fenêtre. Elle regarde sa mère qui s'active, puis revient vers l'écran. L'inquiétude s'insinue. Le téléphone vibre sur la table en bois, un bruit sec qui déchire le silence de la pièce. Amina sursaute. Ses doigts se crispent sur le rebord de l'écran. Elle décroche, le cœur battant contre ses côtes, et porte l'appareil à son oreille. La voix à l'autre bout est calme, posée, presque mécanique. Elle écoute, immobile, le regard fixé sur une tache de soleil qui glisse lentement sur le mur. Le recruteur parle, énumère des diplômes, salue la rigueur de son portfolio. Amina retient son souffle. Un espoir fragile se dessine sur ses lèvres. Puis, la voix change de ton. La phrase tombe, nette, sans appel. « Votre parcours est impressionnant, Amina. Mais vous manquez d'expérience locale. » Le silence revient, plus lourd qu'avant. Amina ne répond pas. Elle fixe le combiné, ses doigts se desserrent lentement. Le téléphone glisse sur la table dans un bruit sourd. Elle reste assise, le souffle court, comme si l'air de la pièce s'était soudainement raréfié. Elle regarde ses mains posées à plat sur le bois. Elle tremble imperceptiblement. Elle se lève brusquement, fait un pas vers la fenêtre, puis s'arrête. Le monde extérieur continue de bouger, indifférent, tandis qu'à l'intérieur, le sol semble se dérober sous ses pieds. Le lendemain, Amina change de tactique. Elle imprime ses CV, les glisse dans une pochette rigide. Elle sort, marche sous le soleil de plomb. Ses pas résonnent sur le bitume. Elle pousse la porte d'une première entreprise, présente son dossier avec un sourire ferme. Le réceptionniste feuillette les pages, hoche la tête, puis rend le papier. « Désolé, nous ne recrutons pas en ce moment. » Elle insiste, explique ses compétences, mais la porte se referme. Elle enchaîne. Un deuxième bureau, un troisième. Elle traverse la ville. Son dossier devient humide sous ses mains moites. À chaque fois, le même scénario se répète. Elle tend le document, le recruteur le parcourt distraitement. Ses yeux ne s'attardent jamais sur ses diplômes. « Votre profil est trop théorique. Nous cherchons quelqu'un qui connaît les réseaux ici. » Les refus s'accumulent, polis, lisses, infranchissables. Elle sort dans la rue, le souffle court, essuie la sueur sur son front. Elle regarde les passants, les commerces, les bureaux qui semblent se fermer à son approche. Le responsable arrive, ne prend même pas le CV. « Vous avez passé trop de temps ailleurs, mademoiselle. » La phrase résonne dans le couloir vide. Amina pousse la porte de la maison. Elle dépose son sac sur la table. Le bruit du cuir contre le bois résonne comme un coup de feu dans le calme de la pièce. Elle s'assoit, ses jambes lourdes, ses muscles tendus par la journée de marche. Autour d'elle, les objets lui semblent soudain lointains. Elle regarde les murs, les photos de famille, les souvenirs qui tapissent chaque recoin. Elle devrait se sentir protégée, mais le silence de la maison lui renvoie l'écho de ses échecs. Elle se lève, fait le tour de la pièce, touche le rebord d'une étagère, puis s'arrête devant la fenêtre. Dehors, la vie suit son cours. Les voisins discutent. Le vent agite les palmes. Elle observe ce mouvement, cette fluidité à laquelle elle n'appartient plus. Elle se sent comme une pièce de puzzle forcée dans un cadre qui n'est plus le sien. Les mois passés là, bas, dans la grisaille, ont laissé une empreinte invisible mais tenace.
Elle s'assoit à nouveau, les mains jointes sur ses genoux, et fixe le sol. Le sentiment d'exclusion s'infiltre, froid, méthodique. Elle regarde ses mains, elle semble appartenir à une autre. Elle est devenue une étrangère dans son propre foyer, une ombre qui erre dans une maison qui ne reconnaît plus son pas. Le soir tombe, étirant les ombres sur le sol en terre battue. Amina est assise dans l'arrière-boutique d'un petit commerce. La lumière crue d'une ampoule nue éclaire son écran. Elle tape, efface, recommence. Elle gère la page Facebook du propriétaire, ajuste des photos, répond à des commentaires pour quelques pièces de monnaie. Ses doigts pianotent sur le clavier avec une précision mécanique, mais son regard est vide. Le commerçant passe derrière elle, lui tend un verre d'eau, et elle le remercie d'un signe de tête sans quitter l'écran des yeux. Elle est là, physiquement présente, mais son esprit est ailleurs. Sa mère entre dans la pièce. Elle s'arrête sur le seuil, observe le dos courbé de sa fille, la lueur bleue de l'ordinateur qui souligne la fatigue sur ses traits. Elle ne dit rien pendant de longues secondes. Le bruit du ventilateur au plafond rythme le silence pesant. Amina finit par fermer l'onglet. Ses épaules s'affaissent. Sa mère s'approche, pose une main hésitante sur l'épaule d'Amina, et sa voix s'élève, douce, presque un murmure. « Veux-tu repartir ?» La question reste suspendue, brutale dans sa simplicité. Amina se fige. Elle fixe le curseur qui clignote sur l'écran noir, incapable de formuler un mot. Amina ne répond pas. Elle lève les yeux vers les murs de la maison. Elle suit du regard les fissures dans le crépi, les marques laissées par les meubles déplacés au fil des années, les traces de ses propres dessins d'enfants encore visibles près du sol. Chaque centimètre carré de cette pièce contient un souvenir physique, une texture, une odeur de bois ancien et de sel marin. Elle se lève lentement. Elle pose ses mains à plat contre la paroi, sentant la rugosité de la pierre sous ses paumes. Elle ne veut pas repartir. Elle ne veut plus fuir vers ce ciel gris qui a déjà trop pris sur son temps. Elle se tourne vers sa mère. Ses muscles se raidissent, son menton se relève. Elle ne pleure pas, elle inspire profondément. Ses poumons se gonflent. Elle ancre ses pieds sur le sol en terre battue. Elle secoue la tête. Un mouvement sec, définitif. Elle s'approche de son ordinateur et le referme d'un coup sec. Elle ne cherche plus de porte de sortie. Elle se tient droite, le regard fixé sur l'horizon par la fenêtre ouverte, là où la mer rencontre le ciel. Le lendemain, Amina commence sa nouvelle routine. Elle accepte tout. Une association de quartier a besoin d'affiches pour une collecte de déchets. Elle les dessine sur son ordinateur. Un petit producteur local cherche à numériser ses stocks. Elle passe ses journées à classer des colonnes de chiffres. Elle enchaîne les contrats courts, sans lendemain, sans sécurité. Elle se déplace à pied sous le soleil brûlant, un sac à dos rempli de dossiers et de câbles. Chaque mission est une bataille. Elle négocie chaque centime, le visage tendu, les mains serrées sur son téléphone. Le soir, elle compte les pièces sur la table en bois. Le montant est dérisoire, à peine de quoi couvrir les frais de connexion et le repas du lendemain. Elle refuse l'aide de sa mère, elle veut payer sa part, elle veut prouver qu'elle peut tenir. Elle mange moins, elle économise sur tout, elle se concentre sur l'écran qui devient son seul horizon. Elle travaille dans le bruit des rues, sous la chaleur humide, cherchant la moindre opportunité. Elle n'est plus une diplômée, elle est une travailleuse de l'ombre qui se bat pour chaque contrat. La dignité est dans cet effort constant, cette volonté de ne pas plier malgré le vide qui se creuse dans son porte-monnaie. Elle accumule les petits projets, les petits succès, les petites victoires qui ne suffisent pas encore à bâtir un avenir, mais qui lui permettent de rester debout, ici, sur son île. Amina pousse la porte vitrée du bureau. Elle ajuste son sac, lisse ses mains moites sur ses cuisses et s'assoit face au recruteur. Il feuillette son CV, le fait glisser sur le bureau avec un soupir. Il pointe du doigt une ligne de son parcours. Il parle. Il dit que son temps passé en métropole l'a déconnecté, qu'elle a adopté des méthodes trop rigides, qu'elle ne comprend plus les codes de l'île. Amina reste immobile. Elle observe le mouvement de ses lèvres, le battement de sa tempe. Elle entend chaque mot, mais ils ne l'atteignent plus. Elle sent une chaleur monter dans sa poitrine, une tension qui se transforme en une lucidité tranchante. Elle ne baisse pas les yeux. Elle voit la poussière danser dans le rayon de soleil qui traverse la pièce. Elle voit l'inutilité de ce dialogue. Elle se lève lentement, sans un mot. Elle ramasse son dossier, le range dans son sac avec une précision lente. Elle ne pleure pas. La colère, froide et pure, remplace le doute. Elle fait pivoter ses talons sur le carrelage. Elle marche vers la sortie, le dos droit. Elle sort dans la rue. Le soleil l'aveugle, mais elle sourit.
Amina franchit le seuil de la maison. Elle ne s'arrête pas pour boire ou se reposer. Elle se dirige droit vers la table, tire sa chaise et pose son ordinateur. Le ventilateur au plafond tourne dans un grincement régulier, mais elle ne l'entend plus. Elle ouvre une session, les doigts pianotant sur le clavier avec une cadence saccadée. Elle ne cherche plus de formulaire de candidature. Elle ne parcourt plus les sites d'offres d'emploi. Elle ouvre un logiciel de création. Elle tape un nom, le supprime, en tape un autre. Ses yeux parcourent l'écran, fixés sur la structure qu'elle est en train de bâtir. Elle définit les services, elle liste les compétences qu'elle a acquises là-bas, mais qu'elle va appliquer ici. Elle crée le logo, ajuste les couleurs, trace les lignes de son futur. Chaque clic est une décision. Chaque fenêtre ouverte est une porte qu'elle n'a plus besoin de frapper. Elle ne demande plus la permission d'exister professionnellement. Elle s'octroie le droit de proposer, de créer, d'agir. Elle se redresse, le regard brillant d'une certitude nouvelle. Les premiers jours, l'écran reste noir. Amina fixe le curseur qui clignote, une pulsation régulière dans le silence de la pièce. Elle rafraîchit sa boîte de réception. Rien. Puis, un après-midi, une notification surgit. Une petite association locale a besoin d'une identité visuelle pour un festival. Amina saisit sa souris, ses doigts s'activent, elle esquisse des croquis, ajuste les contrastes, elle envoie le projet. Le retour est immédiat. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Le téléphone sonne. Un artisan du village, intrigué par son travail en ligne, demande un rendez-vous pour moderniser sa boutique. Amina se déplace, prend des notes, observe les outils dans l'atelier, propose des solutions concrètes. Elle ne parle plus de diplôme, elle parle de résultats. Une école la contacte ensuite pour gérer leur communication interne. Les dossiers s'empilent sur la table. Elle ne cherche plus de place, elle occupe l'espace. Elle passe ses journées à répondre, à créer, à livrer. Chaque contrat signé est une victoire physique, une preuve tangible de sa valeur. La nuit est tombée sur le village. Seule la lumière crue de l'écran découpe la silhouette d'Amina dans l'obscurité. Elle ajuste un alignement sur une affiche. Ses yeux rouges de fatigue parcourent les pixels. Elle ne compte plus les heures. Un craquement de parquet rompt le silence. Sa mère s'approche, un verre d'eau à la main, et pose son regard sur le foisonnement de fenêtres ouvertes sur l'ordinateur. Elle observe les graphiques, les logos, les noms d'entreprises qui défilent. Elle pose une main hésitante sur le dossier de la chaise. « Pour qui travailles-tu donc si tard, Amina ?» Amina arrête ses doigts au-dessus du clavier. Elle pivote lentement, le visage éclairé par la lueur bleutée du moniteur. Amina redresse les épaules, un sourire ferme étirant ses lèvres. « Pour moi, maman. » Elle se tourne à nouveau vers l'écran, le cœur battant d'une certitude retrouvée. Le travail n'est plus une quête de place, c'est l'outil de sa propre réinvention. Amina éteint l'écran. Le clic résonne dans la pièce, brutal. Le silence revient, lourd, presque palpable. Elle se lève, ses articulations craquent sous le poids de la fatigue. Elle marche jusqu'à la fenêtre, regarde les lumières du village éparpillées sur la colline. Elle pense à ses amis restés en métropole, à ceux qui ont renoncé, à ceux qui n'ont jamais osé revenir. Elle revoit les visages croisés dans les administrations, les regards vides des jeunes diplômés qui attendent une opportunité. Son succès personnel, cette petite structure qu'elle a bâtie, lui semble soudain minuscule face à l'ampleur du vide. La fierté de sa réussite laisse place à une inquiétude sourde. Elle sent une responsabilité nouvelle, une urgence qui lui noue l'estomac. Elle retourne vers son bureau, s'assoit et rallume la machine. La lueur blanche éclaire ses mains qui tremblent légèrement. Elle comprend que son combat n'est pas seulement le sien. Elle pose ses doigts sur les touches, prête à transformer son expérience. Le clavier claque sous ses doigts, un rythme saccadé qui déchire le silence de la nuit. Amina ne cherche plus de clients, elle cherche la vérité. Elle tape une première ligne, puis s'arrête, efface et recommence. Chaque lettre est un poids, chaque mot une pierre posée pour construire un pont. Elle écrit « On nous demande de partir pour réussir, mais personne ne nous apprend à revenir. » La phrase s'affiche en lettres nettes. Elle la relit. Le souffle court. Ce n'est pas une simple réflexion, c'est un constat amer. Une cicatrice qu'elle expose enfin. Elle visualise les couloirs des universités, les entretiens sans lendemain, les portes fermées. Elle sent la frustration des années passées. Le curseur clignote, régulier, comme un battement de cœur. Elle ne cherche plus à convaincre un recruteur, elle interpelle une génération entière. Elle appuie sur la touche entrée, validant ce manifeste silencieux.
L'écran devient le miroir d'une lutte collective. Elle reste immobile, les mains posées à plat sur le bureau, observant le texte qui semble désormais vibrer dans l'obscurité. Amina ajoute une dernière ligne. Ses doigts frappent les touches avec une précision nouvelle. Elle écrit « Et pourtant, c'est ici que nous voulons construire ». Elle enregistre le document. Le curseur cesse de clignoter. Elle se lève, s'étire et s'approche de la porte. Elle l'ouvre largement. L'air humide de la nuit entre dans la pièce, chargé d'odeurs de terre et de sel. Elle pose ses mains sur le chambranle, sentant le bois rugueux sous ses paumes. Au loin, le bruit des vagues contre les récifs rythme le silence. Elle regarde les collines sombres, les lumières lointaines des autres maisons. Elle ne cherche plus de place, elle en occupe une. Elle plante ses pieds dans le sol, sentant la stabilité du terrain sous ses pas. Elle ne partira plus. Elle regarde l'horizon, là où le ciel rencontre l'océan. Elle est chez elle. Elle est ancrée. C'est ici qu'elle bâtira.